Ah, écoute, quelle aventure! Mon Dieu, quelle émotion! Oh, oui, mon Dieu, c'est vrai, oui. Allez, raconte! Toujours, je me suis dit, je ne peux pas ne pas être ce que je veux être, en tout cas. Et il se trouve que je voulais être comédien. Acteur. Vous avez dit acteur. Enfin! La toute petite morale qui leur reste, c'est l'amour. Et c'est le mot le plus mal défini, le plus incertain, le plus vague du vocabulaire humain. Amour, amour, amour. Et si on aime, on travaille, puisqu'on découvre que le travail est un bonheur. Bonjour, bonjour, bonjour. Laissez-nous. Asseyez-vous donc. Merci. Que faisiez-vous ce matin dans la bibliothèque? Prenez un renseignement. Hier soir, j'étais avec vous dans votre loge à l'opéra pendant le ballet. Ouais. Vous regardiez se développer des danseuses. Moi, j'écoutais. La musique? Oh non, pas du tout. Un monsieur placé dans la loge voisine et qui semblait avoir toutes sortes de raisons pour être bien informé. Ce monsieur disait qu'on allait percer une nouvelle rue. À Passy, dans le jardin du docteur Foursigné. Vous écoutiez aussi, alors? Ce jardin a 3 arpents. Au moins. Et si on pouvait acheter la maison avant que la nouvelle fût ébruitée, il y a là 100 000 écus à gagner. Je songe à en mancher cette petite opération. Ah ben permettez, j'y songe aussi. Comment vous iriez sur mes bridés? Pardon, mais c'est vous au contraire. D'abord, la ferme m'appartient. Pourquoi? C'est dans ma loge que vous avez appris la nouvelle. Bon. Et alors, il est tombé un mot dans mon oreille fait pas partie de votre loge. Oh. L'école? Ah, mais je ne connais pas l'argot des théâtres. Il y a la situation théâtrale. Alors on peut en parler de toutes les manières. On peut parler d'une manière poétique, comme en parlaient Giraudoux et Jouvet. Dans la situation théâtrale, elle est la tendresse humaine dans le cœur du comédien. C'est vrai, et c'est par ça qu'il faudrait commencer et finir, mais c'est une très belle formule poétique, ça n'a pas l'air de bien expliquer la chose. Non, je crois qu'une chose qui fait le mieux sentir ce que ça peut être, jouer la situation, mais la chose sensible, presque concrète pour le comédien, parce que ce n'est pas une vue de l'esprit, la situation. On doit pouvoir faire jouer à quelqu'un une situation. Qu'est-ce que je pense, qu'est-ce que j'ai envie de dire, quels que soient les mots utilisés par l'auteur, dans le même sens qu'eux, bien sûr, à ce moment-là, quand je suis dans tel lieu et que tel personnage me parle. Une situation, c'est un état dans lequel on est. Comme on dit dans la vie toujours, oh, je suis dans une situation incroyable. Mais avant tout, c'est l'état dans lequel on est. Et c'est pour ça, alors ça a grande histoire, mais essentielle, je crois pour l'art dramatique, et en tout cas dans ma vie. Vous êtes seul sur ce navire, madame? Il n'est pas en bas, dans la cabine? Qui? Monsieur votre mari? Ou monsieur votre... Non. Mon quoi? Ah oui, votre quoi? Oui, non, Monsieur votre mari, disais-je. Mon mari est mort. Ah. Il y a longtemps? 1 an et 6 mois. J'ai quitté mon demi-deuil pour voyager. Bien sûr. De quoi est-il mort, madame, sans indiscrétion? D'une flexion de poitrine. Aïe, 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 aïe. C'est pas bon, ça, mal soigné. Ah non, mon mari a été très bien soigné. Oui, au bien soigné, c'est pas meilleur. Il avait pris froid un jour à la chasse. Aïe, 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 aïe. Alors ça lui est tombé sur la poitrine. Bah, forcément. Ça a dégénéré très vite. Oh, quand le mal est là. Il étouffait. On lui a donné des ballons. Ah oui? C'est drôle. Oui, c'est vrai, les malades redeviennent enfants. Des ballons d'oxygène, monsieur, qu'avez-vous compris? Ah non, pardon. Ah oui, non, moi je croyais des ballons, des petits ballons. Vous vous moquez de moi, monsieur? Oh, madame. Ah oui, l'oxygène, c'est pas mauvais non plus. Ça n'a fait que retarder le triste dénouement. Bah, bien sûr, c'était pas les ballons qui pouvaient le retenir. Et puis en voyant jouer justement les très grands et en essayant d'analyser. Seulement quand tu vois des très grands, c'est tellement bien que tu vois plus comment c'est fait. Et tout d'un coup, ça a été assez éclatant. Situation unique, note unique. C'est-à-dire comme en musique, il y a quelque chose à la clé, c'est en fa mineur ou c'est en sol dièse majeur, bon. Et quoi que l'on joue, c'est coloré par cette note, justement, cette intention qui est à la clé. Pour nous, note viscérale et note
musicale. Car il y a une petite règle qui fait que lorsqu'on ne sort pas d'une situation, à la fin d'une tirade, comme à la fin d'une scène, on peut reprendre l'inflexion du début sans l'avoir quittée entre-temps. Pour que ce ne soit pas monocorde, naturellement, il y a des ruptures de rythme, il y a des ruptures vocales, il y a les temps, il y a l'intelligence de l'acteur, il y a les regards, il y a tout ce qu'on veut. Mais on est toujours dans cette même tonalité. Et ça m'a tellement illuminé. Ça, c'est un apport pour le comédien de connaître ces 2-3 petites règles vitales et vivantes. Enfin, madame, permettez-moi de vous reconduire jusque chez vous. Enfin, je crois que vous dormiriez bien, parce que l'air de la mer énerve un peu. C'est normal d'ailleurs. Moi-même qui suis de naturel assez calme. Bon, bah bonsoir, allez dormir. Vous me direz demain si le sommeil vous a fait du bien. Oh, voyons, madame, où avez-vous la tête? Que pensez-vous? Vous voulez savoir ce que je pensais? Bah tiens, va dans mon père. Oui, comme une fleur, là, madame, comme une fleur. Respectez madame. Je dis respectez madame. Quoi? Vous n'êtes pas encore parti? Mais il ne faut pas être ennuyeux comme ça, mon petit ami. La patience a des limites. Que l'indiscrétion en est aussi. Non, pas le dévouement, madame, pas le dévouement. Mais allez donc vous coucher, puisque ce que vous voyez ici vous déplaît. Allez vous coucher ou allez ailleurs. Non, moi, je vois pour vous un danger, je reste. Et si j'aime le danger, vous ne voulez pas vous en aller, alors restez. Oui, je suis un peu ridicule, mais ça fait rien. Les comédiens, nous devons être des plaques sensibles. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut, au-delà de la note banale, de la note écrite, si j'ose dire, on lit quelque chose et on entend une phrase telle que la dirait un enfant ou quelqu'un qui n'est pas comédien, ou l'inflexion plate en quelque sorte, tu vois. Il faut savoir, Daniel de Courtois disait, notre métier c'est de penser des mots et en dire d'autres. Il ne faut pas dire juste le texte écrit, il faut l'infléchir vers une note précise, exacte, qui est celle du texte que tu te fais. Oui, c'est toujours très difficile de faire le bonheur de ce qu'on aime. Je sais bien que dans le mariage, la situation est quelque chose d'important, mais enfin, ce n'est pas l'essentiel. On ne peut tout de même pas obliger deux êtres qui ne s'aiment pas à vivre ensemble. N'est-ce pas? Non, bien sûr. Et votre père, madame? Il était notaire, il m'a fait épouser un avoué, que je n'aimais pas. Vous n'auriez pas dû. C'était un homme qui n'admettait pas qu'on discutât ses avis. Eh bien, c'est un tort. Ça arrive. Ça arrive, oui, je sais. Il me disait, l'amour, ça vient après. Oh, mon Dieu, ça vient d'abord. On le découvre à des symptômes foudroyants. Ça ne pardonne pas. Oh, ce n'est pas que mon mari était un méchant homme, mais jamais un mot tendre, jamais un regard, une attention. Bref, je l'ai quitté. J'ai peut-être eu tort. Non. L'important est de faire ce qu'on aime. Vous pensez? J'en suis sûr. Ainsi, votre profession ne vous absorbe pas au point d'en chasser le sentiment? Oh, madame, c'est une activité apparente. Une manière de brigandage nécessaire et cruelle, mais qui n'est que le masque derrière lequel se cachent d'autres pensées, vous le devinez bien. Une comédie, alors? Je peux prendre un exemple. Chez Henri Roland Conservatoire, un élève passait Achille dans Iphigénie, le fameux vers « Et que me fait à moi cette Troie où je cours ?» Et le garçon, qui parlait juste, dit « Et que me fait à moi cette Troie où je cours ?» Bon, des mots dans l'ordre, pas faux, mais qui pouvaient n'intéresser personne. Roland lui dit, c'est pas ça qui importe, c'est le langage de l'inflexion. C'est pas l'intonation, c'est l'inflexion. Fais ton texte. Qu'est-ce que tu dirais si c'était pas un vers de Racine? Tu lui dirais, j'en ai rien à foutre, moi, de Troie. Et sur cette inflexion-là, sur cette note aussi bien viscérale que musicale, accroche le texte de l'auteur. Et ça donne... Et que me fait à moi cette Troie où je cours? Et on demande simplement, pauvre vieux cul, qu'est-ce que tu me demandes? Tu vois? Eh bien, c'est ça la note exacte. C'est l'inflexion, et non pas seulement l'intonation, c'est la précision, l'exactitude, la justesse absolue. Quand on sent que c'est une pensée plus profonde qui infléchit la phrase. Allô? Oui, bonjour, bonjour. Mais ma chère amie, vous ne vous souvenez donc pas que nous sommes brouillés, vous et moi?
Ah, vous ne l'êtes plus. Bah oui, c'est très facile comme ça. Ah oui, moi je le suis toujours. Oh là là, oui. Oh, plus que jamais. Oh, bah, elle pleure maintenant. Non, n'en prenez pas tant d'ombrage, parce que vous savez, la vérité, c'est moins avec vous que je suis brouillé qu'avec tout le monde. Voilà bientôt 2 ans que je ne veux plus voir personne et vous êtes tous logés à la même enseigne. Ah, ce qu'il y a d'écrit sur cette enseigne. Non, oh, non. Ça, c'est un trop gros mot, comtesse. Je peux pas me permettre de vous le dire dans l'oreille comme ça. Oh, bah vous avez deviné. Ben vous voyez, vous avez des vocabulaires comme vous voulez. Oui. Les emmerdeurs, comme vous dites si bien. Ben, je les appelle ainsi pour 5 ou 6 raisons. Leur asservissement à des coutumes absurdes, leurs opinions qui sont précaires, leur patriotisme limité par l'impôt, et puis mon âge aussi qui commence à m'en éloigner, ma myopie d'autre part, qui augmente à vue d'œil, et enfin si je puis dire, et mon commencement de surdité, que je considère désormais, lui, comme un avertissement salutaire du ciel, puisque les gens n'ayant jamais à vous dire que des sottises, il n'y a vraiment aucune raison de les leur faire répéter. Est-ce que c'est qu'une réaccentuation? Est-ce que c'est qu'une inflexion? Est-ce que c'est que la respiration? Est-ce que c'est que d'oublier tout ça après pour donner l'impression qu'on réinvente? Parce que c'est ça avant tout qu'il faut faire. Il ne faut surtout pas donner l'impression qu'on joue la comédie. C'est ça notre métier. Ce que disait Henri Roland, puiser dans le texte la façon qu'on a d'effacer les mots. Non pas de bien dire un texte écrit, mais de passer par toute une imagination, tout un passé, tout un souvenir, toute une mémoire, pour en arriver à dire ce que l'auteur a entendu dire par son personnage au moment de la création littéraire. Mais alors, Jean-Laurent Cochet, là-dedans, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez créé une compagnie pour jouer ces pièces. Pas pour jouer ces pièces, la compagnie était créée d'elle-même dans la mesure où, au lieu d'être enclose dans des murs ou des théories, c'était une réunion de gens qui travaillaient ensemble depuis quelque temps déjà, parlant la même langue, pensant de la même façon le métier de théâtre qui n'est pas toujours compris de la même façon, et on s'est trouvés réunis pour cette occasion. Ça a été la première manifestation officielle de cette compagnie qui se réserve de parcourir beaucoup de pays, et occasionnellement d'ailleurs Paris. Ah, vous êtes restés, c'est gentil. Comment? Où sont-elles? Elles sont là, toutes les deux. Mais pas ensemble. Et où nous en sommes? Ah, écoutez, moi, je commence à échafauder des projets assez incroyables. Enfin, pour en revenir à ces dames, vous étiez là, n'est-ce pas, quand elles se sont évanouies, toutes les deux. Alors ça a été un petit moment de répit. Mais alors, malheureusement, après, elles sont revenues à elles. Alors ça a été l'horreur. Je n'ai jamais de ma vie entendu une chose pareille. Elles se sont mises à hurler, toutes les deux, en même temps, mais comment vous dire, mais comme des folles, comme des hyènes. Et ça a duré, mon Dieu, faut pas mentir, c'est pas beau le mensonge, mais pendant, 20 minutes, vous vous rendez compte, 20 minutes de stridence, comme ça. Alors, de temps en temps, elles tombaient sur un fauteuil, puis elles soufflaient comme des otaries, et puis après, elles revenaient à elles, puis ça recommençait. Alors, naturellement, elles vous diront qu'elles se sont dit des choses, et je n'en dis ce qu'on vient pas, mais je me mets au défi, qui que ce soit, de vous raconter ce qu'elles se sont dit, parce qu'aucune des deux n'écoutait ce que disait l'autre. Je devrais dire aucun des trois, d'ailleurs, parce que je n'écoutais pas non plus. Eh ben, pour la mise en scène, c'est un petit peu ça. Tu te trouves devant une pièce, tu acceptes de la mettre en scène, c'est que tu sens qu'elle te parle, que tu vas pouvoir la présenter telle qu'elle doit l'être pour rester le plus proche possible de l'auteur, car il ne s'agit pas de demander d'interposer quoi que ce soit. Mais quand tu te dis vraiment, voilà la pièce qu'a écrite l'auteur, voilà la pièce qu'a voulu l'auteur, voilà quels sont les personnages, et voilà comment le public doit réagir, doit éprouver des choses à certains endroits. Bon. Alors, d'abord, car avant tout c'est ça, tu dis, revenons en deçà, mais avant cet en deçà, si j'ose dire, avant le bing bang de l'en deçà, il y a le fait qu'il faut être un comédien. Ça vient pas seulement après, au moment où on le dirige, tu vois. Il faut être un comédien qui lit la pièce comme un comédien, qui aurait à jouer tous les rôles et qui aura à indiquer tous les rôles.
malheureux. Enfin, c'est pauvre parce qu'on va les déranger chez eux quand ils ont un concert. Ou alors maintenant, si vous voulez. Mais ça, j'ai découvert par des lectures, bien après l'avoir éprouvé moi-même, que c'est ce qu'avait écrit Copeau, que c'est ce qu'avait écrit Jouvet. Ils avaient tous dit un comédien qui saurait bien jouer les rôles. Tu vois, comme un professeur est un comédien qui sait dire ce qu'il a appris. Bon. Donc, avant tout, on réagit dès la lecture de l'œuvre en comédien et en spectateur professionnel, en spectateur comédien. Alors là, effectivement, on visualise. Et une des premières choses, c'est de choisir son décorateur. Car René Simon le disait, il n'était pas le seul, une pièce bien décorée est une pièce à moitié. Et l'autre moitié, c'est la distribution. Quand tu lui as sucé la nuque, tu trouves ça convenable? Quand je lui ai sucé la... Oh, quand les femmes se mêlent d'écrire l'histoire. Quoi, tu lui as pas sucé la nuque? Mais si, je lui ai sucé la nuque, évidemment, je lui ai sucé la nuque. Je lui ai sucé la nuque. Et je m'en vante, c'est tout à mon honneur. Ah, tu trouves? Je ne pense pas que ce soit par un désir inspiré par ses 40 printemps et les trous de petites vérolles qu'elle a sur le nez que... Est-ce qu'on sait, avec les hommes, c'est si vicieux? Oh, bah, je t'assure. Seulement, elle avait été piquée par une mauvaise mouche. La piqûre avait un sale aspect, c'était déjà tout enflé. Je ne pouvais pas la laisser crever du charbon par respect des convenances. Oh, du charbon. Qu'est-ce que t'en sais si la mouche était charbonneuse? Je n'en sais rien, mais dans le doute, je n'avais pas hésité. Une piqûre de mouche peut être mortelle si on ne cautérise pas, si on ne suce pas immédiatement la plaie. Il n'y avait rien pour cautériser. Je me suis dévoué. J'ai fait ce que commandait la charité chrétienne. J'ai sucé. Colette utilise une expression absolument extraordinaire. Je ne sais pas à propos de quoi elle l'utilise. Moi, je l'utilise à propos de la mise en scène. L'effacement éclatant. Il faut s'effacer derrière l'œuvre en disant cette œuvre-là, même si on ne la montait pas, elle existe en elle-même pour quelle raison sensible, passionnelle, intelligente, etc. Parce qu'on s'investit complètement de la pièce, d'autant que moi, je n'aime pas improviser. D'abord, je trouve que ça n'existe pas. Aucun des grands que j'ai connus n'a travaillé comme ça, ni metteur en scène, ni comédien. Quand j'arrive à la première répétition, ma mise en scène est complètement établie. Je sais que sur tel mot, il sera près de tel meuble, je sais qu'il fera tel mouvement, je sais qu'à ce moment-là, la musique commencera à telle seconde, je sais. Et puis, il y a des choses qui peuvent se corriger au gré du travail. On n'est pas comme ça avec des œillères, mais on arrive avec une géographie de mouvement. Pour l'instant, allez donc voir la cuisine si j'y suis. Je peux pas y être. C'est encore plus amusant que ce que je pensais. Elle fait de la gymnastique. Non. Alors elle est devenue folle. C'est monsieur le baron qui l'autorise à prendre une bonne. Eh ben ça ne sera plus nous qu'elle emmerdera maintenant, c'est merveilleux. Il faut élaborer quelque chose. Le théâtre est une science exacte à l'intérieur de laquelle on apporte justement la vivacité, le renouvellement. C'est bien suffisant qu'on joue le rôle, au lieu que ce soit quelqu'un d'autre, qu'on le rejoue le lendemain devant un autre public, au lieu que ce soit celui de la veille. On n'a que trop tendance justement à être dispersé, égaré, éclaté. Il faut une rigueur, il faut une rectitude dans la composition, la création des choses. Donc c'était des pièces que j'avais vues depuis l'âge de 11 ans. C'était des choses que je portais en moi. J'avais des souvenirs, des choses dont je m'étais dit, ça, faudrait pas le faire comme ça, sans penser à l'époque que je ferais de la mise en scène. J'ai commencé à faire de la mise en scène à 29 ans. Jamais je n'aurais imaginé que je serais metteur en scène. J'étais comédien, point, c'est tout. Et on est venu me chercher justement parce que j'étais comédien pour en diriger d'autres. Et donc j'avais tout ça en moi. Et puis je lisais l'œuvre, et puis je travaillais sur l'œuvre, et je me mettais un jour je sentais qu'il fallait accoucher, un jour j'avais ma brochure, un jour je me mettais à mon bureau, et je me disais, bon ben voilà, comme le comédien le fait pour son rôle, tu sais, mais on le fait pour tous les rôles. Enfin moi c'est mon travail de metteur en scène. Je dis voilà, ça se passe dans tel endroit, on est en janvier ou en mai, il fait telle température, voilà comment est le décor, voilà comment les gens vivent, voilà où sera l'entrée extérieure, voilà où sera la cuisine. Ah oui, absolument. Et puis j'ai même, quand ce sont des pièces à beaucoup de personnages, bon, j'ai toutes mes petites figurines que je déplace comme ça pour être sûr de ne pas faire de bêtises. C'est un jeu de patience très amusant. Et puis je commence à me dire, bon, bah, tel personnage va entrer, il
vient se passer ci, avant, il entre dans tel mouvement. Et à partir de là, je suis complètement, je déteste le mot investi, dont on se sert sans arrêt en ce moment, et dont on se sert si mal, comme de bien d'autres mots, il n'y a plus de langue française. Mais en l'occurrence, là, c'est ça. Je suis complètement investi par les personnages qui, petit à petit, me dictent, comme ils me le dicteraient si je devais jouer les rôles, seulement au lieu d'un, je le répète, c'est 12 ou 25 ou 4, bon, et je me les dirige sur un certain rythme, en faisant certains mouvements, avec certaines attitudes, certains regards, et puis à ce moment-là, le texte se fera... C'est un travail global qui te démoile complètement pendant des semaines, puis tout d'un coup, il y a un acte entier que tu fais en 2 jours. Tu vois, ça... Et puis, les fameux moments où tu te dis, bon, alors, ils sont là, 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 ils sont là. Après, va entrer tel personnage, il va se passer ceci. Obligatoirement, si je veux rester dans le mouvement, dans la respiration de l'œuvre, dans les sentiments, il faut qu'un tel puisse dire telle réplique à celui-là, mais il faut que tel autre soit présent, il faut qu'on puisse voir le regard de tel autre posé là, et tout d'un coup, tu t'arrêtes et tu dis, ben, on continuera demain. Alors, et Jean-Laurent Cochet, qui n'est pas que notre metteur en scène. Ah, monsieur, si feu, mon pauvre père, était encore vivant, c'était bien votre affaire. Il gagnait en un jour plus qu'un autre. En 6 mois, ses rides sur son front gravaient tous ses exploits. Il vous eût arrêté le carrosse d'un prince. Il vous l'eût pris lui-même. Et si dans la province, il se donnait en tout 20 coups de nerf de bœuf, mon père, pour sa part, en emboursait 19. Mais de quoi s'agit-il? Suis-je pas fils de maître? Je vous servirai. Toi? Mieux qu'un sergent, peut-être. Tu porterais au père un faux exploit? Tu rendrais à la fille un billet? Pourquoi non? Je suis des métiers. Viens, je l'entends qui crie. Allons à ce dessin révérailleur. Si tu vas aller lui chercher une de mes cravates. Non. Vous voulez pas de cravate? Qu'est-ce que c'est? Une cravate? Ben, c'est une mince étoffe qu'on se met autour du cou. Pourquoi faire? Ben, pour rien, c'est vrai. La cravate ne répond à aucune nécessité absolue si vous n'en voulez pas. Non, il n'en veut pas. Alors écoute, tu vas me chercher des pantoufles et tu emportes tout ça. Que tu vas chercher. Voilà. Et vous, monsieur Boudu, vous enfilez ces savates. Les savates là? Allez. Ah. Voilà. Ça va? Oui, un peu mieux. Oh mon Dieu. Ça sent mauvais ici. Ah oui, vous trouvez? Ah oui, j'ai une odeur. Ah, vous voulez que j'ouvre la porte? Ah oui, oui. Ouais, bien. Ah non, 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 non. Vous n'êtes pas fixé? Ben j'ai froid. Bah bien sûr, vous mettez pas la veste. Tenez, enfilez ça. Ça sera complet comme ça. Allez. Oh, qu'il est beau. C'est beaucoup plus amusant d'apprendre à rire, parce que c'est beaucoup plus difficile. On peut plus facilement s'émouvoir, se raconter des histoires qui font qu'on pleure facilement. C'est assez facile de s'émouvoir, d'avoir la larme à l'œil. Rire, c'est plus difficile. C'est Escante qui me l'a appris. Je voyais tellement de femmes mal rire, pas Bréty qui était sublime, mais la scène de rire de Nicole ou de Zerbinette, tout ça. Mais il me dit, parce que c'est technique, comme le reste, tu sais. Il faut surtout pas penser, tiens, je vais avoir à jouer une scène de rire, tiens, il va falloir que je pense à quelque chose de drôle, tiens, il va falloir que je rie, poussons-nous. Pas du tout. Tu penses à rien, et sur la première syllabe, tu appuies sur le diaphragme. Et ça suit. C'est-à-dire que tu fais... Et ça part, et après tu n'as plus qu'à t'imiter. Et en général, c'est contagieux, parce que comme rire fait rire les autres, le rire du public te fait rire toi aussi, tu vois, et ça peut devenir inextinguible. Il y a un mot sublime de Dusan, qui s'apprêtait à jouer Zerbinette, la fameuse scène de rire, justement, et la pièce était en train de se jouer, et elle était dans ce qu'on appelle le guignol, je ne sais pas si ça existe encore, sur la scène de la Comédie Française, là où les acteurs se réunissent quand ils ne sont pas en scène, enfin, sur le plateau. Elle racontait tout le temps des histoires. C'est là que moi, j'ai entendu toutes les histoires de Bovy et tous ces gens-là. Bon. Et ce jour-là, donc, Dusan était en costume de Zerbinette, et elle faisait rire les camarades, et elle riait elle-même, et on devait faire chut. Puis on vient la chercher pour la fameuse scène, et elle dit, ah, mes enfants, fini de rire. Et elle est entrée en scène pour la scène de rire des Zerbinette. Un blanc déguisement. J'oserais jamais me promener avec. Pourquoi ça? Les gosses, ils me créeraient à la Chanly. Vous croyez? Vous savez pas ce qu'on va faire. Demain, je vous offrirai un magnifique complet. Un de ma taille? Ah bah, vous l'essaierez. À carreaux blanc et noir? Oh, comme il vous plaira. Et c'est vous qui le paierez? Ah oui, bien entendu. Hein. Ah bah alors, je veux bien. Bah, il veut bien. Il est pas content. Voilà vos chaussons, monsieur Lescaut. Ah, merci, mon petit.
Bah, pourquoi que levez vos chaussons? Parce que ça me fait plaisir. Bien répondu. Il peut pas se baisser? Oh! Qu'est-ce qu'il y a? Oh, on a tiré la langue! Oh, Ah! voyons, allons, monsieur, voyons. C'est pour s'amuser, allez, faut pas vous vexer pour si peu. Qu'est-ce qu'il y a? Et cette nuit, moi, Alors. cette nuit, il va encore falloir que je couche dehors! Mais non, on n'en est pas là, vous ne posez pas la question. Ah, tenez, regardez ce qui arrive. Voilà des sardines. Des sardines. Eh ben, c'est pas trop tôt! Allez, voilà. Oh là, oh là, oh là, regarde-moi ça. Il y a des jours qu'il n'a pas mangé, sûrement. Regarde, mon Dieu. Alors, c'est agréable. Ah. Quoi donc? Sur la tartine, là. Oui. C'est pas du saindoux, hein. Non, c'est du bon beurre frais qui nous arrive directement de Normandie. Oui, c'est bien meilleur que le saindoux. Ah non, c'est pas meilleur. Ah non, mais il préfère le saindoux. Tu vois. Alors, eh ben, mangez pas si vite, regardez. Mais buvez donc un peu. Allez. Elle est bonne, cette eau-là? C'est du vin blanc. Allez, goûtez-moi ça. Voilà. Et puis les réactions, bien sûr, pendant la pièce, quand on sent que l'échange se fait, la connivence. Parce que, en fait, notre vrai partenaire, on joue à côté des autres comédiens, mais notre partenaire, c'est le public. Et c'est vrai même pour l'élaboration d'un rôle, c'est ce que je vais appeler le sentiment du public. Il faut savoir ne pas regarder le partenaire au moment où un morceau de ta phrase doit être dit face au public pour que les gens le prennent à leur compte. Ça pique! Ah, ben ça pique. Qu'est-ce que vous voulez? Vous préférez l'eau? Non, mais pour sûr! Eh bien, il préfère l'eau. Non, on en a pourtant assez bu tout à l'heure. Ah, ben. Allez, va lui en chercher, Emma, va donc, allez. Et bien fraîche! Savez-vous bien, madame, que cette dernière nuit a pensé être une nuit éternelle pour monsieur le chevalier? En arrivant au logis, il se jette dans un fauteuil, il commence par se rappeler les plus malheureux coups du jeu, assaisonnant ses réflexions d'épithètes et d'apostrophes énergiques. Mais tu as vu cette comtesse, Frontin? N'est-elle pas plus belle que son portrait? Oh non, madame, et ce n'est pas, comme vous pouvez voir, une beauté régulière, mais elle est assez piquante. Ma foi, elle est assez piquante. Quel âge a-t-elle, Frontin? C'est ce que je ne sais pas bien, madame, car elle a le teint si beau qu'on pourrait s'y tromper d'une vingtaine d'années. C'est-à-dire qu'elle a pour le moins 50 ans. Je le croirais bien, elle en paraît 30. Mon maître, dont après avoir réfléchi, s'abandonne à la rage, il demande ses pistolets. Ah, ses pistolets, Marine, ses pistolets. Il ne se tuera point, madame, il ne se tuera point. Je les lui refuse. Aussitôt, il tire brusquement son épée. Ah, elle s'est blessée, Marine, assurément. Non, madame, Frontin l'en aura empêché. Oui. Je me jette sur lui à corps perdu. Monsieur le chevalier, lui dis-je, qu'allez-vous faire? Si votre malheur vous fait haïr le jour, conservez-vous, du moins vivez pour votre aimable baronne. Elle vous a jusqu'ici tiré généreusement de tous vos embarras. Et soyez sûr, et j'ajoutais seulement pour calmer sa fureur, qu'elle ne vous laissera pas dans celui-ci. L'entend-il, le maraud? Il ne s'agit que de 1000 écus, une fois. Monsieur Turcaret a bon dos, il portera bien encore cette charge-là. Eh bien, Frontin. Eh bien, madame, à ces mots, admirez le pouvoir de l'espérance. Il s'est laissé désarmer, comme un enfant. Il s'est couché, s'est endormi. Très bien, qu'est-ce que vous avez apporté, voilà? J'ai choisi un assortiment. Oui. Des éclairs, Oui. moitié café, moitié chocolat. Oui, Des nougatines. oui. Des choux. Oui. Des babas et Oui. des tartes, Oui. tout hasard. Oh, bah, pour 2, ça ira. Oh, mais le théâtre, c'est facile. Tu me parles, je t'écoute, je te réponds. Sonnet. C'est un sonnet. L'espoir, c'est une dame qui, de quelque espérance, avait flatté ma flamme. L'espoir, ce ne sont pas de ces grands vers pompeux, mais des petits vers doux, tendres et langoureux. Nous verrons bien. L'espoir. Je ne sais si le style pourra vous en paraître assez net et facile, et si du choix des mots vous vous contenterez. Nous allons voir, monsieur. Au reste, vous saurez que je n'ai demeuré qu'un quart d'heure à le faire. Voyons, monsieur, le temps ne fait rien à l'affaire. L'espoir, il est vrai, nous soulage et nous berce un temps notre ennui, mais, Phyllis, le triste avantage, lorsque rien ne marche après lui. La ponctuation, j'oserais dire qu'elle est notre ennemie. Quand on joue, la ponctuation est une indication graphique, comme les barres de mesure dans une partition. Et parce qu'il y a une barre, on ne s'arrête pas.
entre chaque mesure. Bon. Donc quand tu lis, bien sûr, c'est la ponctuation qui t'indique le sens de ce que veut dire l'auteur. C'est ça le texte écrit. C'est ça l'intonation écrite. Et puis à force de le lire et de comprendre ce qu'il a voulu dire, tu n'es jamais qu'un code. Tu pars de ce code qui te donne le secret de l'intérieur de l'œuvre, et puis après, tu dis maintenant, c'est à moi de le prendre à mon compte et de vous dire ce qui était de l'encre sur du papier. Je mets le texte debout, c'est ce que fait le comédien. Ce texte debout, c'est moi, et avec ma chair, mes souvenirs et tout ça, je vous raconte ce qu'on m'a dit qu'éprouvait ce personnage. Et ce qu'il faut retrouver, nous, avant l'écriture, c'est l'inspire de l'auteur, quand il a été investi par ces personnages. Cet inspire dont Cocteau disait, on n'est pas inspiré, on est aspiré vers le haut. Vous avez un nez. Un nez très grand. Très. C'est tout. Mais oh non. C'est un peu court. Jeune homme. On pouvait dire, oh Dieu, bien des choses en somme, en variant le ton. Par exemple, tenez, agressif. Moi, monsieur, si j'avais un tel nez, il faudrait sur le champ que je me l'amputasse. Bah, amical. Mais s'il doit tremper dans votre tasse pour boire, faites-vous fabriquer un nappe. Descriptif. C'est un roc, c'est un pic, c'est un cap. Que dis-je? C'est un cap. C'est une péninsule. C'est curieux. De quoi sert cette oblongue capsule? D'écritoire, monsieur, ou de boîte à ciseaux? Gracieux. Aimez-vous à ce point les oiseaux que paternellement vous vous préoccupez pas de tendre ce perchoir à leurs petites pattes? Truculent. Ça, monsieur, lorsque vous pétunez la vapeur du tabac, vous sortez du nez sans qu'un voisin ne crie au feu de cheminée. Prévenant. Gardez-vous votre tête entraînée par ce poids de tomber en avant sur le sol. Tendre. Faites-lui faire un petit parasol de peur que sa couleur au soleil ne se fane. Pédant. L'animal seul, monsieur, qu'Aristophane appelle hippocampe éléphant camélos, dut avoir sous le front tant de chair sur tant d'os. Cavalier. Quoi, l'ami, ce croc est à la mode, pour prendre son chapeau, c'est vraiment très commode. Alors il y a ce qu'on appelle justement, pour que ce ne soit pas monotone ou monocorde, les ruptures, qui sont peut-être les deux, quelquefois en même temps, rupture vocale, rupture rythmique. Je vais vous faire comprendre, je suis en train de parler à quelqu'un, donc je lui dis, comme je disais tout à l'heure, écoute, mais ça c'est pas vrai, ça c'est faux, ce que tu me dis là n'existe pas. Bon, admettons, tu l'as vécu hier. Mais quand je t'en parle aujourd'hui, je viens de faire une rupture vocale. Une rupture rythmique, c'est de casser aussi les choses. C'est de dire, par exemple, je ne sais pas, dans Beaumarchais, monsieur le comte, comme ça, vous êtes donné la peine de naître, rien de plus. D'ailleurs, homme assez ordinaire. Mais l'important, c'est d'être toujours, quand on fait une rupture, au haut de l'inspire. Là où il y a la balle, au haut du jet d'eau. Vous savez, vous êtes en train de dire des choses, et quand vous sentez que vous avez besoin de souffle parce que vous n'avez pas fini de dire, c'est encore sensible, tout ce que vous avez à dire, vous faites ce que je viens de faire, ça s'entend pas autant que je viens de le faire, exprès, vous reprenez pour mieux continuer un inspire. Et c'est au haut de l'inspire qu'on prend des temps, par exemple. Emphatique. Aucun vent ne peut, né magistral, t'enrhumer tout entier, excepté le mistral. Dramatique, c'est la mer rouge quand il saigne. Admiratif, pour un parfumeur, quelle enseigne. Lyrique, est-ce une conque? Êtes-vous un triton? Naïf, ce monument, quand le visite-t-on? Respectueux? Souffrez, monsieur, qu'on vous salue, c'est là ce qui s'appelle avoir pignon sur rue. Campagnard, hardé, c'est-il un nez? Non, non, c'est que navet géant ou ben que melon nain. Militaire, pointé contre cavalerie. Pratique. Voulez-vous le mettre en loterie? Assurément, monsieur, ce sera le gros lot. Enfin, parodiant Pyrame en un sanglot, le voilà donc ce nez qui détraite son maître, a détruit l'harmonie. Il en rougit, le traître. Ben voilà. Jusqu'à peu près, mon cher, vous m'auriez dit si vous aviez un peu de lettres et d'esprit, mais d'esprit. Ah, le plus lamentable des êtres. N'en eût jamais un atour.
et de lettres, vous n'avez que les trois qui forment le mot saut. Eussiez-vous eu d'ailleurs l'invention qu'il faut pour pouvoir, là, devant ces nobles quadrilles, me servir toutes ces folles plaisanteries, que vous n'en eussiez pas articulé le quart de la moitié du commencement d'une, car je me les sers moi-même avec assez de verbe, mais je ne permets pas qu'un autre me les serve. On pourrait aussi ajouter la réaccentuation, qui est l'arme cruciale. Ça aussi, c'est Mme Simone qui nous en parlait. Réaccentuation, voulant dire, je vous donner un exemple, mais ayant plusieurs possibilités. La réaccentuation, avant tout, c'est de ne pas faire de faute de français par la profération des mots. Je prends toujours le même exemple parce qu'il est évident. Donc, Maître Corbeau sur un arbre perché, on n'a jamais entendu que ça. Analysez la chose. Maître Corbeau sur un arbre perché, l'arbre il n'est pas perché. Si vous dites sur un arbre perché, qu'est-ce que c'est que cet arbre perché? Perché devient l'adjectif, tout simplement. Le qualificatif, non. Réaccentuation pour ne pas faire cette faute, mais minime. Je vais vous la souligner un petit peu, mais minime. Maître Corbeau sur un arbre perché tenait. Voilà, c'est tout. Et entre deux comédiens aussi justes, aussi intelligents, donc, il y en a un qui n'est qu'acteur, parce qu'il ne réaccentue pas, et celui qui, sans que vous l'analysiez, vous fait dire « Ah, que c'est bien », c'est parce qu'il a réaccentué. La promenade est belle. Fort belle. Beau jour. Fort beau. Quelle nouvelle? Tichaï, moi. C'est dommage, mais voilà, nous sommes tous mortels, chacun est pour soi. Lorsque j'étais au champ, n'a-t-il point fait de pluie? Non. Vous ennuyait-il? Jamais je ne m'ennuie. Qu'avez-vous fait encore ces 9 ou 10 jours? Six chemises, je pense. Et 6 coiffes. Aussi. Le monde, chère Agnès, est une étrange chose. Voyez la médisance, c'est comme chacun cause. Quelques voisins m'ont dit qu'un jeune homme inconnu était en mon absence à la maison venue, que vous aviez souffert sa vue et c'est Harangue. Mais je n'ai pas quoi sur ces méchantes langues. J'ai voulu gager que c'était faussement. Mon Dieu, ne gagez pas. Vous perdriez. Vraiment. Voilà. C'est la vérité qu'un homme, chose sûre, n'a presque bougé de chez nous, je vous jure. Cet aveu qu'elle fait avec sincérité me marque pour le moins son ingénuité, mais il me semble, Agnès, si ma mémoire est bonne, que j'avais défendu que vous vissiez personne. Oui, mais quand je l'ai vu, vous ignorez pourquoi. Mais vous en auriez fait sans doute autant pour moi, peut-être. Enfin, contez-moi cette histoire. Le chef d'orchestre était chargé d'accompagner. Il demande à Dufausset quels sont les airs qu'il chante. Il répond qu'il possède assez bien, il n'est ni rond, ni carré, ni pointu. Quoi donc? Le trou de... Alors on lui objecte que ça fait pas partie du répertoire. On m'a dit que le théâtre n'était pas un atelier pour les fumistes. Oh, le bandit! Et ce sont des choses qui te révèlent une dimension supérieure, là aussi, pour toute ta vie. Tu découvres que tu as eu beau avoir travaillé pendant des années, Dieu sait que je travaillais avec passion et avec plaisir, mais qu'il faut toujours se dépasser, qu'il faut toujours recommencer. C'est Monterland qui dit génialement, tout ce qui est atteint est détruit. Et c'est vrai, dès que tu as atteint quelque chose, tu ne peux plus qu'en ambitionner une autre, tu ne peux plus que monter plus haut, tu ne peux plus que faire quelque chose de plus difficile. Et la profondeur, ça, c'est ce qui fait qu'il y a beaucoup d'acteurs, pas toujours très bons, mais très peu de comédiens. Jean-Laurent Cochet. Alors,
professeur de théâtre. C'est l'illumination, il n'y a pas d'autre chose à dire. C'est le prof qui apparemment a un pouvoir magique, parce que vous avez cité Isabelle Huppert, on peut citer également Andrea Ferréol, Michel Larocque, Michel Duchossois, Emmanuel Béard, Bernard Giraudot, Mélanie Thierry. Jean-Laurent Cochet, il a une façon de parler du théâtre et des auteurs et des dramaturges qui est très belle, et tout d'un coup on lit autrement. Récemment, il y a Maxime Daboville qui a reçu, c'est un jeune comédien qui a reçu le Molière. Formidable, il est passé par l'école Cochet. Il respire théâtre, et tous ses enfants, les Depardieu, les Huppert, ce sont ses élèves, mais ses enfants également. C'est lui qui m'a fait parler français. Il a été totalement responsable de ma naissance de l'acte, ou de l'acteur, ou du comédien. Gérard était la beauté même. C'était un viking. Et je me suis rien dit de particulier. Je me suis pas dit, ce sera une star, naturellement. Mais celui-là, s'il a les qualités nécessaires pour justifier ce physique, alors vous pensez, si je m'en souviens, cette entrée fulgurante dans mon univers, c'est vraiment inoubliable. Il parle de sa rencontre avec vous comme d'une seconde naissance. Qu'est-ce que vous lui avez appris exactement? Simplement, alors qu'il était complètement ignare en la matière, je ne sais même pas s'il avait déjà lu quoi que ce soit, en lui faisant découvrir les textes. Et il apprenait, et il nous restituait ça. Ça s'est passé mieux que pour quelques autres, parce que ça résonnait déjà en lui, à travers les grands textes. On a commencé à déchiffrer les Caligula, après on a déchiffré un poème, après j'ai déchiffré Pyrrhus, enfin Andromaque, et c'était vraiment tout neuf pour moi. Je savais pas du tout si c'était du lard ou du cochon, ce qu'on me demandait de faire. Démentiel. Parce qu'il y avait des mots que je comprenais pas du tout. Quand, sur Néron, que dis-je, aimais, j'idolâtre Junie, moi je croyais que Junie jaillissait de l'âtre, du feu. Ça doit être un amour terrible. S'il la voit sortir du feu, il la prend. Alors, je pensais à ça, quoi. Finalement, c'était pas loin de la réalité. Grâce à Jean-Laurent Cochet, Depardieu commence à jouer au théâtre, obtenant en 1967 un premier rôle dans Boudu sauvé des eaux. Puis, en 1969, Cochet l'impose dans Les Garçons de la bande, où il rafle la mise. Pour la première fois, dira Gérard Depardieu, je lis des mots élogieux sur un type qui porte le même nom que moi. Il faut dire que la performance est étonnante, puisque le personnage qu'il interprète sur scène ne dit quasiment pas un mot. Le public comprenait ce qu'il pensait à travers ses regards. On pourrait dire d'ailleurs à travers son dos, quand il était de dos, qu'il entendait une certaine chose et que ça lui faisait faire. Bon, on ne regardait que lui. C'est simple, c'est tout d'un coup, je suis assis sur une chaise, je regarde un élève être dirigé, l'élève passe un Labiche, l'élève passe un Musset, l'élève passe des choses, et à cette seconde-là, rien ne m'est étranger. À cette seconde-là, rien de ce qui est dit par le professeur, rien de ce qui est exprimé par le professeur ne m'est étranger. C'est l'anti-E égale MK2. Pour la première fois de votre vie, Pour la première fois de ma vie, tout a... Mais au plus que du sens, tous les neurones, tout, je comprends de quoi il est question. Quand on voit la liste de vos anciens élèves, devenus incontournables, les Depardieu, Richard Berry, Carole Bouquet, André Dussolier, Fabrice Lucchini, Daniel Auteuil, Isabelle Huppert, on se dit, mais cet homme-là, vous en l'occurrence, c'est un magicien. Tous ceux dont on parle, c'est ça qu'il ne faut pas oublier, même ceux dont on dit « Ah, ils étaient doués, etc. » Ça n'a aucun sens, ils ont travaillé. La première fois que j'ai dit à Depardieu « Tu vas travailler Néron, tu vas travailler Perdican », ils n'avaient jamais pris de cours, ces gens-là, donc ils ne savaient pas qu'on travaillait la scène principale du rôle. Ils sont arrivés avec le rôle entier appris. Ah oui. Et puis il y a eu un amour pour le travail. Tout mon enseignement est basé sur les fables de La Fontaine. Et les fables sont le symbole de la situation dramatique. Rien ne pèse tant qu'un secret.
Le porter loin est difficile aux dames. Et je sais même sur ce fait bon nombre d'hommes qui sont femmes. Pour éprouver la sienne, un mari s'écria la nuit, étant près d'elle. « Oh, Dieu, qu'est-ce là? Je n'en puis plus, on me déchire. Quoi? J'accouche d'un œuf? D'un œuf? Oui, le voilà, fraise et nouveau pondu. Gardez bien de le dire, on m'appellerait poule. Enfin, n'en parlez pas. » Il faut se dire, quel est le sujet de la fable? Quel est son propos? Quel est, viscéralement, je le répète, ce qui met la personne dans un état, dans une humeur, dans une sensibilité qui fait qu'il a envie de manifester son bien fondé, de prouver qu'il a raison en racontant cette histoire. La femme, neuve sur ce cas comme sur maintes autres affaires, crut la chose et promit ses grands dieux de se taire, mais ce serment s'évanouit avec les ombres de la nuit. L'épouse, indiscrète et peu fine, sort du lit quand le jour fut à peine levé, et de courir chez sa voisine. « Ma commère, dit-elle, un cas est arrivé. N'en dites rien surtout, car vous me feriez battre. Mon mari vient de pondre un œuf gros comme 4. Au nom de Dieu, gardez-vous bien d'aller publier ce mystère. » On imagine, on part du principe qu'on vient de discuter avec quelqu'un sur un certain sujet, la liberté, l'amour, tout ce qu'on veut, bon, et on lui dit « je pense ça ». L'autre dit « moi pas ». On veut le convaincre, on s'échauffe. À travers de l'indignation, ou à travers du je m'en foutisme, ou à travers de la tendresse, ou à travers de l'irritation. Il y a 600 possibilités. Et à court de preuves, on lui dit, tiens, je vais te raconter une histoire qui représente exactement ce que je veux que tu comprennes. Tu connais l'histoire du corbeau et du renard? Non, tu la connais pas? Eh bien, c'est exactement ce dont on parle, l'histoire d'un corbeau qui était là, d'un renard qui était là. Quand l'autre lui a dit ça, parce que c'était passé ça, il y avait eu ça, il faut dire qu'il faisait beau, c'était joli, c'était dans un joli cadre. Quand l'autre lui dit ça, l'autre lui raconte ça, l'autre lui raconte ça, ben, il a répondu ça, puis à la fin, ça s'est passé comme ça. Vous moquez-vous, dit l'autre. Oh, vous ne savez guère quel je suis. Allez, ne craignez rien. La femme du pondeur s'en retourne chez elle. L'autre grille déjà de conter la nouvelle. Elle va la répandre en plus de 10 endroits. Au lieu d'un œuf, elle en dit 3. C'est pas encore tout. Car une autre commère en dit 4. Et raconte à l'oreille le fait. Précaution peu nécessaire, car ce n'était plus un secret. Comme le nombre 2, grâce à la renommée, de bouche en bouche allait croissant. Avant la fin de la journée, il se montait à plus d'100. La fontaine ne se récite pas, bien sûr. Rien ne se récite. La fontaine ne se joue pas, ça veut dire qu'on le surjouerait. Il faut simplement trouver pourquoi ils ont écrit. Et bien ce pourquoi, c'est la situation théâtrale, c'est la situation dramatique, c'est la situation vivante. Et si on la trouve comme mobile, comme ressort dans les fables de La Fontaine, on n'a plus qu'à l'appliquer après aux pièces de théâtre. Quand on me parle des gens que j'ai formés, des comédiens que j'ai formés, le plus beau compliment qu'on puisse me faire, vous êtes un jardinier d'âme. Quelqu'un est sur le plateau, tu lui dis, voilà ce que tu dois penser pour qu'idéalement, la note soit juste. Tu lui donnes la note, qui est la traduction. Il ne faut pas qu'il t'imite simplement bêtement, il faut qu'il remonte à la sensation et qu'il prenne à son compte cette sensation avec ses mots à lui, comme toi tu les lui as indiqués avec tes mots à toi. Tu vois, c'est une alchimie inimaginable pour les gens qui croient « Ah, faut de la mémoire » et puis parce qu'on a appris un texte, après on joue la comédie, n'importe qui la joue. C'est quelque chose qui, si c'est bien fait, est presque impossible, comme disait Feuillère, et surtout contient tous les autres arts. Si on formule bien notre métier, il y a de la sculpture, il y a de la chorégraphie, il y a de la peinture, il y a de tout ce qu'on veut. Bon. Vas-y, vous voulez que toujours je l'ai à mon service pour mettre incessamment... Vous voulez que toujours je l'ai à mon service pour mettre incessamment mon oreille au supplice? Par un barbare amas de vices, d'oraisons, parce que c'est ça, de proverbes traînés dans les ruisseaux des Halles, parce qu'elle l'aime encore, d'autre part il y a encore de la tendresse. Et quelle indignité pour ce qui s'appelle homme, le corps! D'être baissé sans cesse aux soins matériels au lieu de se hausser vers les spirituels, le corps, cette guenille. Quand j'ai vu Fabrice, et après un petit peu de travail, naturellement, je me suis dit, c'est un Jouvet jeune. C'est-à-dire à la fois le clinicien, et la brûlure permanente. Ça fuse avec tellement de vivacité chez Fabrice, c'est tellement électrique. C'est ça que les gens ne supportent pas, parce que justement, ils en prennent plein les pognes, ou parce que ça les dépasse. C'est la passion à l'état pur, c'est le feu, ce fameux feu sacré. Et ça, on l'a dans le bide ou on l'a pas. Alors, ce que je dis au départ, un petit peu, tu sais ce que disait Dulin, justement, à ses élèves, pour du génie, et c'était pas ironique, si on prend le mot dans son vrai sens, je vous en accorde à tous, a priori, mais je vous conseille de travailler beaucoup pour acquérir un peu de talent. Vous donnez encore évidemment des cours, Jean-Laurent? Ah, ça,
J'ai assisté hier soir à sa une mère. de vos masterclass avec vos jeunes élèves. Vous avez un côté sage, un peu le druide d'Astérix, c'est-à-dire qu'on vient se prosterner devant vous. Non mais c'est vrai. Et ce que j'ai aimé, c'est votre main. Comme ça, vous êtes un chef d'orchestre pratiquement. Bah, c'est ça un peu, hein, C'est le ça, métier. Ah oui, c'est ça. Bien, voilà. Vous avez un côté très généreux parce que vous avez votre propre carrière de comédien et votre objectif, votre but, c'est de porter très haut vos élèves. Il y a comme une espèce d'abandon de soi dans un métier qu'on sait assez égocentrique quand même. Oui, Vous oui l'analysez mais comment ça apporte tellement. Ça nourrit tellement à ce métier. On ne peut pas le faire si on ne lui sacrifie pas tout. Merci beaucoup, cher Jean-Laurent Cochet. Merci à vous. de ce joli moment. Et puis, ben voilà, cette passion du théâtre, elle se perçoit, on s'en imprègne et c'est vraiment agréable. Merci de beaucoup. me le dire. Merci.